terre, du long de la lame jusqu'aux manches, se dressait une orgie de sang. Du long de la lame jusqu'aux manches se dressait une orgie de sang. Je pus remarquer Alison, qui s'était accroupie, en mettant ses gants, en prenant son arc, qu'elle passait le long de son dos, et qui par la suite, elle laissa accrocher à sa poitrine. Elle laissa accrocher à sa poitrine son arc, ainsi que 2 flèches qui étaient à sa cuisse, accrochées à sa ceinture. Elle s'était accroupie par terre, et les couteaux qui avaient été laissés de leur plein gré, par terre, et qui avaient été décemment enfoncés dans le sol, duquel jonchait toute la partie de la lame une trace de sang qui avait été laissée. Elle récupéra un des couteaux, et elle regarda dans le frigo. La porte était ouverte et avait même été cassée. Cassée, fendue en 2, enlevée, arrachée, ou même détruite, la porte du frigo. Elle l'ouvrit, et elle vit à l'intérieur des poches, des sacs plastiques, des sacs poubelles remplis de gibier, des morceaux et des blocs de terre, des briques, des morceaux, des blocs de terre, des sacs plastiques à l'intérieur duquel il y avait du sang. Il y avait du sang, et encore on put voir à l'intérieur tout ce qui s'était passé. On retourna dehors, et on put entendre une alarme. Nous sommes ensuite allés chez Lydia. La voiture sur le côté était parquée. Un arbre, sans nul doute, un arbre était juste devant la maison. Sans nul doute, sur cet arbre, il y avait un contaminé qui y avait grimpé. On a pu voir des traces de griffures tout le long, des traces d'accrochage, ainsi que même des traces de sang qui jonchaient l'arbre, depuis la cime de l'arbre jusqu'aux racines qui étaient enfoncées dans le sol. Jusqu'aux racines qui étaient enfoncées dans le sol, qu'on put voir aussi dépasser, qui avaient été arrachées par la seule force d'un membre. Les racines enfoncées et ancrées dans le sol avaient été décemment déplacées et arrachées par la seule force d'un membre. Des traces de griffures sur le gazon entièrement retourné, des macabées ainsi que des sacs de sang ainsi que des briques, des pierres ou même encore de la terre avaient été enfermées dans les trous. On put voir une seule lumière allumée. Sur le haut de la toute première fenêtre, une seule lumière était allumée. On est monté, il y avait un cadavre d'un contaminé par terre, dans lequel des rats s'étaient réfugiés dans leur corps. On l'avait récupéré et on l'avait enfermé dans le trou qu'avait creusé un contaminé sur le jardin de Lydia. On était rentré à l'intérieur, la maison était dévastée. La maison était dévastée, et je pus voir Alison, qui elle-même était surprise, car pour moi, à sa surprise, à sa propre surprise, à elle-même, pour moi ça me surprenait assez, car elle avait déjà vu la même chose chez moi. Elle était entrée chez Lydia, et elle vit l'entièreté des murs couverts de sang. Elle vit la cuisine, recouverte d'un marbre blanc, sur lequel il y avait de la terre, et une personne qui était décemment allongée, tenant fermement un couteau en main. On avait été dehors, regardant la piscine. Il y avait la piscine dehors qu'on avait regardée, et soudainement, la piscine qui paraissait si claire et allumée, cette piscine qui paraissait si pure, claire et allumée, qui sentait encore le chlore, c'est en allumant la lumière que je pus apercevoir que l'une des parties de la piscine était recouverte de sang. Le sang vint à se mélanger à l'eau, et nous sommes dessus de rentrer après avoir vu 3 cadavres qui flottaient à la surface de l'eau. Lydia eut une vision. Où elle se vit entrer dans l'obscurité et les natives ainsi que les limbes de la forêt. Elle se vit entrer dans les limbes de la forêt, ou autre part appelées les natives. Les natives étaient les limbes de la forêt, l'endroit le plus sombre. Elle se vit entrer dans les natives de la forêt. Et ensuite, elle vit un sac bouger.
Elle vit un sac qui, de l'intérieur, on avait l'impression qu'il bougeait. Ce sac qu'elle vit bouger, elle l'ouvrit. Il y avait un enfant qui pleurait à l'intérieur. C'était donc la raison pour laquelle le sac avait bougé. Elle récupéra l'enfant qu'elle posa sur le côté, et ce jeune enfant se mit à pleurer dans un drap gris, sur lequel Lydia mit ensuite le jeune enfant sur ce drap gris. Elle enveloppa l'enfant et elle le couva avec un drap rouge qu'elle trouva sur le côté, un drap déchiré et un drap bleu qu'elle trouva sur le côté. Elle le posa ensuite, et par la suite, elle le récupéra et elle le mit sur son dos. Elle le garda près d'elle, et elle eut cette vision d'une femme dont son enfant avait été arraché. Encore enceinte, on pouvait voir que cette femme dont son enfant avait été arraché avait été laissée seule dans la forêt, dans un drap déchiré, à côté de plusieurs cassettes vidéo, sur lesquelles se trouvaient des images de meurtre. Mais seulement ces images de meurtre étaient toutes celles que nous avions vues dans les maisons. Ensuite, nous sommes rentrés chez Styles. Son père était encore prisonnier de sa propre maison. Et quelque part par terre, nous avons vu un fusil. Styles le récupéra et dit tout de suite, sans même hésiter une seconde, il dit alors tout de suite que c'était celui de son père, car son père avait gravé son nom, son initiale, sur le manche. Il le récupéra, et il cria à Scott, éperdument apeuré, il cria à Scott qu'il fallait absolument retrouver son père, car il ne voulait pas perdre un second parent, tout comme il avait perdu sa mère. Il avait peur de ne plus retrouver son père. Il récupéra son fusil et essaya de faire tout pareil, tout comme Scott, tout comme Allison. Il essaya de faire tout pareil, tenant le fusil, le doigt sur la gâchette. Il était sûr de pouvoir se défendre, même s'il ne savait pas encore tirer avec un fusil. Il était sûr de pouvoir se défendre. Ensuite, Théo, qui était entré, montra à Styles comment ça se faisait. Il montra à Styles comment ça se faisait, comment est-ce qu'on tenait un flingue. Par la suite, il montra à Styles comment est-ce qu'on tenait un flingue, comment est-ce que ça se faisait, comment est-ce qu'on tirait, comment est-ce qu'on tenait un flingue correctement. Il lui montra et il lui dit, le doigt pas sur la gâchette, devant juste au-dessus, et le poignet bien relevé, les épaules droites, et tu tires. Ensuite, Styles garda la même position et avança dans toute la maison jusqu'à en retrouver son père, à côté d'un baril entrouvert dans lequel il y avait l'odeur du sang. Il y avait l'odeur du sang. Dans ce baril, il y avait un corps, recouvert de sang, d'une femme encore vivante. C'est alors que Théo ouvrit le baril, vit cette femme encore vivante, mais qui s'était décemment noyée à l'intérieur de son propre sang. Le sang de 3 victimes avait été laissé à l'intérieur de ce baril. Il était rempli à ras-bord, et une femme avait été décemment noyée dans le sang de ses propres victimes. Elle s'était enfermée dans le sang de ses propres victimes. Dans ce baril, elle s'était noyée. On put voir sa tête sur le côté, ses cheveux qui étaient couverts de terre et de sang, son corps qui était intact mais recouvert du propre sang de ses victimes. Elle pencha la tête, elle ouvrit les yeux, mais elle était morte. Chaque alvéole pulmonaire avait été noyée dans du sang. Elle ne respirait plus. Et Scott referma alors le baril en tenant les mains de Théo. Il referma le baril en lui disant que c'était trop tard, car il n'entendit plus son cœur battre. Il n'entendit plus son cœur battre et lui disait que c'était trop tard. Théo, qui avait refermé le baril, tout comme Scott qui tenait ses mains et qui referma le baril, lui dit que c'était trop tard. Styles retrouva son père dans la cave, qui s'était enfermé quelque part dans la cave, un endroit dans lequel il s'était enfermé. Il le retrouva. Il le prit dans ses bras, lui disant qu'il avait peur qu'il avait disparu. Il avait peur qu'il avait disparu, ou même pire, voir qu'il était mort. Il le retrouva, il le prit dans ses bras, accroupi par terre près de lui.
Il se releva, il dégaina son arme et Styles lui repassa son arme. C'est alors une personne, un enragé, un souillé, ou encore un contaminé. On les appelait les souillés, les contaminés ou les enragés. Il nous est apparu, il nous a vus, il nous a regardés, on l'a regardé, il nous a fixé un instant, tenant en main un membre humain, avec du sang sur la bouche, tenant en main un membre humain, un doigt, plus clairement il tenait un doigt, un majeur en main. Il nous regardait, on le regardait, on a entendu derrière nous les lampes cligner et clignoter encore. Les lampes derrière nous qui s'éteignaient et qui se rallumaient, qui clignotaient, qui clignaient. On pouvait voir derrière nous le flash des lampes qui clignotaient, qui clignaient. On put voir aussi le flash de l'électricité derrière nous se refléter à travers un miroir qu'il y avait dehors qui était cassé. C'était le compteur électrique qui n'arrêtait pas de sauter et de faire des étincelles. On est sorti, et soudainement le compteur électrique arriva à bout. Le compteur électrique arriva à bout, et Allison prit son arc, dégaina une flèche qu'elle avait sur le côté, la prit, la chargea. Avec un briquet que détenait Théo, elle le prit alors dans sa main. Un briquet à gaz. Elle alluma la flèche. La pointe de la flèche prit feu. Elle alluma la flèche et elle tira sur la maison. Elle tira sur la maison avec son arc à flèche, avec sa flèche qui avait pris feu grâce au briquet de Théo, un briquet à gaz. Elle tira à l'intérieur de la maison, ce qui fit exploser le compteur électrique. Le compteur électrique explosa à l'intérieur, tout comme la réserve à gaz qu'il y avait à l'intérieur prit feu. La maison qui prit feu à l'intérieur brûla chaque meuble, chaque rideau, chaque pièce. Bien avant cela, évidemment, Styles avait sorti son père des décombres, et c'est alors que tous deux regardaient leur maison brûler. Vint ensuite la maison de Lydia, celle qui avait été la plus endommagée. C'est par la suite qu'on put apercevoir un bunker sur le côté, qui avait été placé directement dans le jardin de Lydia. Ce bunker n'avait pas été placé là pour rien. C'était un bunker qui n'avait pas été approfondi sous terre, mais un bunker qui avait été posé là, concrètement, pour pouvoir se protéger des contaminés. Quelqu'un avait dû passer pendant la nuit pour le déposer. Ce bunker faisait à peine la taille d'un seul être humain. C'était un peu comme un coffre-fort dans lequel on mettait des humains et du ravitaillement. Seulement, plus tard, Lydia regarda ce coffre. Ayant la chance de se faire sauver par Allison et Styles, Théo qui la poussa sur le gazon. Il y avait un peu moins d'une demi-heure que nous avions trouvé la maison de Lydia. Il y avait un peu moins d'une demi-heure que nous avions trouvé la maison de Lydia. Et si Théo n'avait pas intervenu, poussant Lydia sur le gazon, afin de ne pas se faire écraser par une voiture qui était en train d'arriver, si Styles n'avait pas prévenu Scott, si Allison n'avait pas lancé une flèche qu'elle avait sur elle, sur la voiture et sur le conducteur ne se serait pas arrêté et aurait tout simplement tué Lydia d'un impact choquant qui aurait pu prévenir les autres contaminés de sortir de là où ils étaient. Les contaminés étaient attirés par les accidents, par les chocs violents. C'est alors que Lydia avait été sauvée. Styles se mit alors à lui sourire, lui prit la main, et Lydia, elle, se mit alors près de Théo, et Styles, lui, se mit à côté de Lydia. Lydia regarda Styles et lui dit tout simplement
merci. Un simple baiser sur les lèvres, un simple regard, suffisait à Styles pour un remerciement. Lydia continua à suivre Allison, qui elle-même suivait Scott. Tous deux, ils se réfugièrent à l'intérieur de la maison de Scott qui avait été la moins endommagée. Il mit ensuite la voiture sur le côté, sur le parking, et ils marchèrent jusqu'à la maison de Allison. Allison retira ses gants, déposa son arc juste devant la fenêtre, sur le gazon, déposa ses flèches et rentra désarmée à l'intérieur de sa propre maison. Elle savait qu'elle avait affaire à son père, ou probablement peut-être à Kate. Elle savait qu'elle avait affaire à Kate, ou probablement peut-être à son père. Donc elle n'avait rien à craindre. Elle déposa ses gants qu'elle retira. Sur le sable, sur la terre, et même sur l'herbe qu'il y avait dehors, sur le jardin qui avait été retourné, qui avait été déterré, griffé et qui avait été acharné, sur lequel un contaminé s'était acharné sur son jardin, qui avait été complètement retourné. Les racines de l'arbre avaient été enlevées, et ensuite, par la suite, elle put voir son père à l'intérieur qui voulut l'égorger, la prendre par le cou, sortir ses griffes et l'enfoncer dans sa propre chair, ne sachant pas que c'était sa fille. Elle lui montra la racine qu'elle avait avec elle dans la cuve de privation sensorielle. Elle lui montra alors la racine. Il reprit la raison, car tellement le produit était toxique. Il reprit la raison, il s'excusa. En se reculant, en rampant en arrière, il s'excusa. Une fois arrivé contre un meuble, il s'excusa d'avoir voulu étrangler sa fille, d'avoir voulu l'égorger, d'avoir voulu planter ses griffes dans sa chair. Il s'excusa, et Allison n'hésita pas une seconde à tremper sa flèche à l'intérieur du cube de privation sensorielle dans lequel se trouvait la racine, et de tirer une flèche à l'intérieur. De tirer une flèche à l'intérieur de sa maison, sur Kate et sur son propre père. Ils étaient donc calmes. Ils étaient donc calmes, endormis par terre. Et par la suite, elle vint à se mettre près de son père, lui caressant les cheveux en lui disant de se calmer, tout comme un animal, car c'était bien ce qu'il était, un animal. Il lui dit alors de se calmer. Ensuite, Corette apparut avec Mason à l'intérieur de la pièce. Théo lui avait demandé d'où est-ce qu'il venait. Il lui avait dit qu'il était là depuis bien longtemps pour avoir eu les détails de tout ce qui s'était passé. Pour avoir eu tous les détails de ce qui s'était passé, il avait dit qu'il était là depuis bien longtemps avec Mason, pour avoir vu tout ce qui s'était passé, même lorsqu'il n'était pas là et que lorsque les contaminés ont envahi la maison de Lydia, de Scott et de Allison. Ils étaient là, ils étaient restés sans bouger, invisibles aux yeux des contaminés. Invisibles aux yeux des contaminés, ils étaient restés là, sans bouger pour pouvoir savoir ce qui s'était passé. Mason avait raconté pendant assez longtemps pour pouvoir savoir ce qui s'était passé. Et pendant ce temps-là, Mason avait raconté pendant assez longtemps pour pouvoir savoir ce qui s'était passé. Tandis que Corey, lui, s'était endormi de fatigue. Sur le côté, il s'était endormi de fatigue, sachant que c'était dur de rester debout lorsque des contaminés envahissent la ville, il s'était endormi. Il ne s'était plus jamais réveillé, mais 8 jours après, il s'était réveillé de son coma. Et quelque chose lui était apparu, une idée. C'est alors qu'il vint à calmer les personnes qui avaient été contaminées, les amenant à l'hôpital en faisant diversion. En faisant diversion avec la moto des jumeaux Ethan et Hayden, avec la voiture de Chris Sargent, le père de Allison, il fit diversion et ils amena tous les contaminés à l'hôpital. L'hôpital qu'ils avaient envahi d'un gaz fait à partir de la racine du cube de privation sensorielle qu'avait Allison chez elle. Ce gaz avait été fait à partir de ce cube de privation sensorielle et de cette racine. Ayant fait diversion, ils avaient amené chaque contaminé dans l'hôpital et lâché le gaz à l'intérieur des couloirs. Tout était fini.
Et alors, il se réveilla de son coma, tout comme nous.